On est allé de manière un peu naturelle vers des séries qui représentent le monde du renseignement ou le monde de l'espionnage. Finalement, il y avait très peu, voire pas du tout, de représentation fictionnelle des terroristes au sens des processus de radicalisation ou des cellules terroristes que l'on peut voir émerger sur le territoire européen. Assez peu de choses qui, en fait, seraient le centre de l'intrigue d'un film. On a listé quelques films qui représentent ces processus de radicalisation. Il y a Paradise Now, qui est ce film où l'on voit deux Palestiniens apprentis terroristes se radicaliser pour ensuite commettre un attentat à Tel Aviv. Le film de 2006, Syriana, où on assiste à peu près au même processus de radicalisation. Et puis le film Made in France, qui est sorti en 2015, juste après les attentats de Charlie. Un peu dans la même logique, on plonge dans je dirais, la mentalité qui préside à la radicalisation et ensuite au passage à l'acte du terrorisme. Donc finalement, un constat s'impose, mais c'est un constat que l'on fait avec un peu de retard, c'est que le terrorisme en soi n'est quasiment jamais pour ce qui est du cinéma, pris comme prétexte ou comme, je dirais, support d'une intrigue principale. Ce que l'on voit à l'inverse, c'est la réaction à cette menace terroriste, menace qui est déjà structurée. Et c'est d'autant plus intéressant quand on travaille sur les séries télé. En fait, aucune série télévisée ne parle du terrorisme ou des processus de radicalisation. On parle de la réaction à la menace terroriste. Alors, ça va peut-être changer puisque Catherine Bigelow, qui est la réalisatrice de Zero Dark Thirty, serait en train de travailler sur un projet pour la chaîne américaine HBO, sur une cellule djihadiste aux États-Unis. On verra ce que ça donne. C'est comme si la menace terroriste était d'emblée constituée. Elle arrive à maturité, elle arrive à l'âge mûr. Les terroristes qu'on a face à nous, même quand ce sont des terroristes déguisés, sous couverture, clandestins à l'intérieur de notre propre société, sont déjà tout à fait conscients de leur mission, de leur idéologie, du besoin qu'ils ont de porter un coup sévère à l'Occident, à la société libérale ou à l'hypocrisie démocratique. En revanche, ce à quoi on assiste, c'est généralement dans ces séries à un mécanisme de dévoilement de cette menace, c'est-à-dire les acteurs qui sont en charge de lutter contre la menace s'en rendent compte de plus en plus précisément au fur et à mesure que les épisodes avancent ou que le film progresse, leur perception de ce qu'est la menace, de où elle se situe et du degré d'urgence, parce que très souvent il s'agit d'entraver un attentat juste avant qu'il ait lieu, évidemment, dans la trame narrative. Ce dévoilement montre très bien ce qu'est le processus de construction d'un référentiel de sécurité, on va appeler ça comme ça, d'une conception de ce qu'est la menace, de comment on peut la comprendre et de ce qu'on peut faire contre elle. Et ensuite, la grande question sera, est-ce qu'on arrive à mettre en œuvre ce qu'il faut avant cela? Donc là, il y a effectivement un petit paradoxe qui mènerait à redéfinir un petit peu l'état actuel de ce que la science politique conçoit comme le rapport entre menace et sécurité, puisqu'on a admis, si vous voulez, que généralement, la sécurité n'est pas simplement un processus réactif à la menace, c'est-à-dire il n'y a pas d'abord une menace qui émerge, ensuite un dispositif de sécurité qui y répond. L'ensemble des travaux de sciences politiques depuis 20 ans ont montré que menace et sécurité se co-construisent, se co-déterminent, c'est-à-dire qu'une menace existe quand on est capable de la désigner comme telle, c'est-à-dire qu'il y a déjà un dispositif de sécurité capable de la comprendre comme ce qu'elle est, de lui donner un nom, évidemment, de lui assigner une position dans l'espace et dans le temps, et de lui donner un degré d'urgence ou une capacité à être entravé. Parce qu'enfin, on se rend compte aussi qu'il existe des menaces qui sont tellement d'une ampleur telle qu'on ne peut pas de toute façon les traiter, et quand vous savez que vous ne pouvez rien faire contre une menace, vous ne la définissez pas comme menace. Vous ne lui donnez pas de nom, et vous ne mettez pas en place de dispositif en face. On ne met en place un dispositif de sécurité que quand on pense qu'on peut faire quelque chose, et on définit une menace quand on est capable de la traiter. Donc on avait toujours cette idée qu'au fond c'était un système de co-création, menace et sécurité vont toujours de pair, ce sont toujours deux termes qui se renvoient de manière assez tautologique l'un à l'autre. Là, ce qu'on observe, c'est que dans les séries, soit c'est assez conservateur, c'est une hypothèse, elles pensent un peu comme avant, comme il y a plus de 20 ans, que la menace existe et que la sécurité progressivement y répond de plus en plus, c'est une des hypothèses, ou au contraire, il y a une sorte d'incapacité dans les représentations fictives, romanesques, de séries télé, de cinéma, une incapacité pour l'instant à prendre en charge la constitution de la menace. C'est-à-dire que décrire pourquoi un individu viendrait nous menacer,
est un problème tel que c'est pas susceptible d'être romanesque. Et donc on a commencé à réfléchir à ça en se demandant donc pourquoi n'y a-t-il pas de représentation du terrorisme comme cœur d'une intrigue, ou très peu dans le cas du cinéma. Et c'est vrai que, de manière un petit peu, je dirais, simpliste, on peut dire qu'il est très difficile d'écrire quelque chose autour d'une intrigue qui serait centrée dans un milieu terroriste. Comment voulez-vous générer les processus classiques d'attachement aux personnages qui permettent de développer une intrigue sur plusieurs épisodes ? Ça demande une écriture extrêmement subtile et extrêmement difficile. Ensuite, dans je dirais, l'état actuel des mentalités, est-ce que le spectateur serait prêt à réceptionner ce type de série ou de film ? On voit que le film Made in France a été déprogrammé. Cela veut bien dire qu'il y a quelque part une intervention extérieure qui, d'une certaine manière, suggère que les spectateurs ne seraient pas prêts à être confrontés au processus de radicalisation. Que très souvent, dans les séries comme dans les films, le peu d'explications qu'il y aurait à l'état de cette menace ou de cette violence qui est portée contre la société, contre l'individu, est présenté grosso modo comme du nihilisme. C'est-à-dire, au fond, ils n'en veulent plus, ils veulent le détruire, il y a un retournement de la violence de l'État ou de la violence de l'Occident dans le monde contre nous, mais ça n'est pas une explication, c'est-à-dire c'est un symptôme ou un phénomène. On peut toujours rester sur l'hypothèse, puisque nous bombardons des gens à travers la planète, les gens finissent par mettre des bombes dans nos rues, c'est grosso modo la vulgate de l'interprétation que l'on va trouver dans les commentaires des réseaux sociaux à chaque fois, mais ça n'est pas une explication, c'est-à-dire que c'est une description assez formellement juste de quelque chose qui se passe si on admet qu'il y a un lien entre nos bombardements à l'étranger et les gens qui se battent chez nous, lien qui devient extrêmement problématique si on est dans la thèse des jeunes gens qui sont nés chez nous, qui ont vécu chez nous, qui sont membres de la société qui est porteuse de violence à l'étranger, si on admet cette hypothèse, et qui finissent par se retourner contre elle. Donc là, il y a quelque chose de beaucoup plus profond qui est effectivement de l'ordre de l'indicible ou de l'incompréhensible. Comment comprendre cette absence du terrorisme comme intrigue principale ? Il y a aussi une hypothèse qui me semble assez valable, c'est que finalement le genre ou le sous-genre de l'espionnage ou du film de renseignement, c'est selon, est quand même très structuré. Il y a des référents romanesques, John le Carré, Len Deighton, il y a bon nombre de films, de figures fictionnelles de ce qu'est l'espionnage, de ce qu'est le renseignement aujourd'hui. Et donc peut-être qu'il serait assez, je dirais, plus facile pour les scénaristes de s'emparer de cette question de la sécurité par le prisme de ce genre qu'est le genre de l'espionnage. Oui, il y a toujours cette idée également en même temps que les séries correspondent à un état de l'opinion, à une angoisse, à un air du temps. Alors on ne sait pas si ces séries structurent un questionnement, ça a été le cas clairement de 24 qui a posé la question de la torture dans la société américaine. Homeland a posé un peu la question de la schizophrénie des Américains par rapport à l'ennemi intérieur, à leur engagement extérieur. Donc on peut imaginer que ces séries portent des thèmes dans l'espace public, mais aussi réagissent à des thématiques de l'espace public. Une série qui va fonctionner, qui va marcher, répond à la fois à des ambitions personnelles de ceux qui la créent, mais aussi à l'attente du public. Donc au fond, le succès d'une série peut être pour nous un marqueur ou un indicateur de quelque chose qui, à un moment donné, dans une société, fait sens. Donc au travers de si on fait une histoire des représentations de quelque chose dans ces séries qui ont pour thématique le renseignement, la sécurité, le travail de la police ou le travail des services de renseignement sur la menace, on peut aussi recomposer des systèmes d'absence-présence, de thématiques ou de la façon dont elles sont traitées. Par exemple, un des cas très nets, c'est qu'il y a un nombre indéfini de séries sur la justice aux États-Unis, des juges, des procureurs, des avocats. Le thème du terrorisme ou de l'antiterrorisme, le thème du renseignement n'est quasiment jamais traité dans ces séries-là, où le thème, alors parfois il y a 1 ou 2 épisodes comme ça qui vont traiter d'une question d'antiterrorisme, mais par contre dans les séries sur la menace ou dans les séries sur le renseignement, vous n'avez que très rarement l'irruption de la figure du juge ou de l'avocat ou de la question du traitement judiciaire de ces questions. Donc on voit que très clairement, par exemple, les séries américaines présente la question de la lutte antiterroriste comme une forme de guerre et non pas comme un problème judiciaire. Dans cette société qui, pour de vrai, ne parvient pas à traiter la question de Guantanamo autrement que sur le registre du judiciaire.
Et même ne parvient pas à traiter Guantanamo du tout, puisque il est aussi fascinant de faire le constat de cette asymétrie très frappante entre un discours médiatique frappant sur Guantanamo. On a quantité d'articles, de documentaires, de reportages sur Guantanamo, que ce soit des détenus qui ont été libérés qui témoignent, que ce soit des retours sur les pratiques qui sont employées à Guantanamo. Et de l'autre, dans la fiction, on observe une quasi-disparition de Guantanamo. Je crois qu'il y a à peu près 2 films, un sur le mode de la comédie et un autre plutôt sur le mode du docu-fiction, qui prennent pour sujet Guantanamo. Observer cela en partant de la fiction, c'est quelque chose que l'on essaie de faire dans l'étude. Et c'est vrai que cette question de l'absence du terrorisme est frappante par retour vers la sphère médiatique, si tant est qu'on puisse séparer les deux. Parce que finalement, oui, dans les médias, le terrorisme est omniprésent. C'est comme si, mais on ne sait pas encore l'expliquer, on observe que c'est comme si ce qui était surreprésenté dans les médias, donc l'image du prisonnier dans le camp X à Guantanamo, en orange avec ses chaînes, éventuellement un sac sur la tête, devient une image impossible à traiter pour la fiction. Et par exemple les black sites, les prisons secrètes de la CIA, elles sont surreprésentées dans la fiction, peut-être aussi, c'est une hypothèse, parce que y a plus de liberté créatrice. C'est-à-dire ce dont on ne sait vraiment rien, ce qui reste dans les vrais arcanes de la lutte antiterroriste, donne plus de liberté aux scénaristes de l'interpréter, de le représenter, de le montrer. Ce qui, à un moment donné, est vraiment le cœur central de la représentation médiatique est plus difficile à manipuler. Et puis il y a les vraies disparitions. On l'avait traité dans un article. La figure même de Ben Laden mort est une non-image. C'est-à-dire personne n'a d'image réellement de cela. Et même les fictions qui vont représenter la scène, la question, ne vont pas le représenter. Donc il y a en fait quelque chose qui se joue comme l'existence de tabous dans l'espace qui est censé outrepasser les limites habituelles du travail d'investigation journalistique ou de recherche universitaire. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Pour l'instant, on est dans la symptomologie, c'est-à-dire qu'on est en train d'essayer vraiment de voir ça comme des symptômes, mais à terme, c'est une des questions qu'il faut qu'on arrive à résoudre. Pourquoi est-ce qu'il y a des figures qui s'imposent et pourquoi il y a des figures qui, manifestement, sont impossibles à exprimer ou à représenter dans l'espace des fictions ?